bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV pour Extra Time du Mondial, votre rendez-vous quotidien autour de la Coupe du Monde 2026. Oui, le Maroc n'est plus en Coupe du Monde, mais on parle quand même de cette super compétition avec à mes côtés Noa Bézier. Bonjour Noa. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. Et oui, on continue à parler de cette Coupe du Monde de football malgré l'élimination du Maroc et de toutes les nations africaines. Et aujourd'hui, pour revenir sur le parcours exceptionnel de certaines nations africaines, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui un revenant, un ancien de Medi 1, Sahel Cissoko. Bonjour Sahel. Bonjour Noah, bonjour Anas, bonjour aux téléspectateurs de Medi 1 TV, c'est la maison, retour au Bercail. En tout cas, ce sera un plaisir de partager ces moments avec vous. Plaisir à partager. C'est le gosse de Medi 1 au final. Hein, ouais. Depuis qu'il est parti, on se sent seul. Medi 1. Tout de suite, on va passer au flash du mondial. L'arbitre de la demi-finale Coupe du Monde entre la France et l'Espagne est désormais connu. Il s'agira du Salvadorien Ivan Barton. Une première pour lui puisqu'il n'avait encore jamais arbitré au-delà des huitièmes de finale d'un mondial. Il sera accompagné de ses assistants David Moran, également salvadorien, et Antonio Pupiro du Nicaragua. Dans ce mondial, il avait appliqué une nouvelle règle instaurée par la FIFA en expulsant Miguel Almirón, coupable d'avoir placé sa main devant sa bouche lors d'un échange tendu avec un adversaire. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre, mais conforme au nouveau règlement visant à lutter contre les insultes, les provocations et les comportements discriminatoires. La Fédération croate de football a annoncé la nomination de Slaven Bilic au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie. Le comité exécutif de la fédération a approuvé à l'unanimité le retour de l'ancien international croate qui succède à Zlatko Dalic. Bilic retrouve ainsi une sélection qu'il avait déjà dirigée entre 2006 et 2012, période durant laquelle il avait marqué l'histoire des Vatrini par son travail et ses résultats. Âgé de 57 ans, l'ancien entraîneur de West Ham était sans club depuis son départ d'El Fateh en Arabie Saoudite. Il y a 2 ans, il avait 44 sélections. L'international croate avait décroché la 3e place de la Coupe du Monde 1998, disputée en France. Et enfin, la Fédération mexicaine de football a été condamnée à une amende de 42,8 millions de pesos, soit plus de 2 millions de dollars, pour avoir enfreint les règles relatives à la protection des données personnelles dans le cadre du système Fan ID. Le secrétariat à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance du Mexique reproche à la fédération de ne pas avoir correctement informé les supporters que leurs données biométriques, notamment leurs photographies, étaient considérées comme des données personnelles sensibles, sans mécanisme d'authentification permettant de démontrer de manière certaine l'accord des utilisateurs. Les autorités estiment que cette pratique ne respecte pas la législation mexicaine sur la protection des données personnelles. Et tout de suite, pour revenir sur le parcours des nations africaines dans ce mondial 2026, on va passer au débrief. 10 nations africaines étaient qualifiées pour cette Coupe du Monde 2026, un format qui a été élargi à 48 équipes participantes au lieu de 32, ce qui donne plus de chances à des nations de participer à cette Coupe du Monde. Sur les 10 nations, plusieurs sont passées aux phases finales, mais une question se pose, est-ce que vraiment les nations africaines réalisent une très bonne performance dans cette Coupe du Monde ou est-ce juste le format qui favorise la qualification de nombreuses nations Sahel ? Bon, on va essayer de trouver pour certaines nations des circonstances atténuantes, mais d'autres également, on va être sévère avec elles parce que je pense que le format à 48 équipes a favorisé la participation de 10 nations africaines, mais au final, on a eu 2 quarts de finalistes, notamment le Maroc et l'Égypte. Et quand on voit le parcours du Maroc également, qui s'est tapé le Brésil, qui s'est tapé l'Écosse, qui s'est aussi offert les Pays-Bas, le Canada, après la France, je pense que le Maroc quand même avait un niveau très élevé, qui fait partie des 8 meilleures nations du football mondial, et puis 6e au classement FIFA. Je pense que le Maroc a honoré son rang, même si le Maroc pouvait faire mieux parce que devant, c'était l'ordre des hommes de Didier Deschamps. L'Égypte également, qui n'a jamais pu se qualifier pour les tours éliminatoires, phase finale,
a quand même brisé le plafond de verre. Bravo aux Égyptiens qui sont tombés avec les armes face à l'Argentine de Lionel Messi. Mais pour le reste, peut-être le Cap-Vert, le petit poussé qui était en train de vivre un rêve éveillé en Amérique avec cette qualification en 16e de finale. Pour les autres, moi, je trouve que ça a été catastrophique. Notamment, je pense au Sénégal, je pense à la Côte d'Ivoire, parce que ces deux nations-là, pour moi, ils ont le potentiel. Ils ont eu le potentiel dans leur effectif avec des joueurs de classe mondiale, mais ce rêve américain a viré au cauchemar. C'était du n'importe quoi. Et puis, on a vu même le départ de l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw. Je pense qu'il y avait eu. C'était une campagne désastreuse. Je pense que quand on fait le compte, l'élimination face à la Belgique, pour moi, son traumatisme, c'est inoubliable. C'est valable également pour la Côte d'Ivoire qui s'est fait sortir de cette manière. Même le Congo qui retrouve la Coupe du Monde, quand on voit la façon où ils sont tombés face à l'Angleterre, même si c'est l'Angleterre, moi je pense que quand même, le bilan de façon générale, il y a du bon comme le Maroc et l'Égypte, mais il y a du très mauvais comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On va être gentil avec le Cap-Vert qui a fait un parcours historique, disons. Sahel, vous allez prendre un peu la casquette de professeur, de délégué de classe, comme vous le sentez. On va faire un peu une sorte de conseil de classe de ces sélections africaines. Durant cette compétition, vous avez déjà fait un petit résumé. Nous avons classé ces 10 sélections en 4 catégories. Nous avons la première, rattrapage. Bon, si ce n'est redoublement, on va en parler dans quelques instants. Passable, un parcours mi-figue, mi-raisin, des encouragements et les félicitations. On va commencer par peut-être la sélection qui a réalisé le moins bon parcours parce qu'il s'est arrêté en phase de groupe. C'est la Tunisie, termine dernière de son groupe. Là aussi, malheureusement, rien de très bon à retenir du parcours des Aigles de Carthage. Donc si chacun d'entre nous devra placer ses nations dans l'une de ces catégories, et bien évidemment, la Tunisie va être classée dans la section rattrapage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sahel, de ton côté. J'aurais mis la Tunisie dans pire même parce que c'est pas rattrapage pour moi, c'est médiocre. Mutation, vraiment, on change de lycée. Redoublement, donc là ça devient un élément perturbateur. Pour moi, c'est médiocre. On peut même noter blâme. La Tunisie, elle est blâmable. Elle est blâmable. Parce que ce qui s'est passé avec la Tunisie, le changement d'entraîneur, la fédération, l'attitude des joueurs, après, il y a eu l'histoire des dopages. Pour moi, c'était blâmable. Carrément, la Tunisie blâme. Et même malgré ce changement de sélectionneur, avec le départ de Sabri Lamouchi, Hervé Renard, on a senti que sur 2 matchs, en quelques jours, on ne pouvait pas changer toute une structure qui était défaillante. Non, mais le changement d'entraîneur n'a rien rapporté. Au contraire, ça a été pire. Moi, je pense que les joueurs ils avaient déjà la tête ailleurs. Ils étaient en vacances, ils étaient aux États-Unis pour faire du shopping, je ne sais pas. Mais de façon globale, la Tunisie n'a rien proposé de concret. Même le peu d'agressivité. La Tunisie était censée être l'Italie de l'Afrique. Mais à l'image de l'équipe italienne, je pense qu'ils sont en pleine régression et c'est catastrophique. Ils étaient absents, comme l'Italie, ils sont absents. Oui, c'est sûr, ils étaient absents. C'est sûr que c'est pas la Tunisie de 2004 avec une belle génération. À l'époque, je me rappelle, c'était une bête redoutable du Maroc et de nombreuses nations africaines. Sahel, on va passer à la sélection sénégalaise. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'est vrai que les Lions de la Teranga n'ont pas fait un très beau parcours dans cette Coupe du Monde, malgré le fait qu'ils soient sortis des phases de groupe. Ils ont écopé d'un groupe assez compliqué, il faut le dire. Mais ce qui est le plus décevant dans cette équipe sénégalaise, c'est surtout la défaite face à la Belgique, alors qu'ils menaient par 2-0 jusqu'à la 86e minute. Donc c'est vraiment un résultat très, très, très décevant pour le peuple sénégalais. Donc moi, personnellement, on a hésité tous les deux à le mettre entre soit rattrapage, soit passable, donc on l'a mis entre les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne mettrai pas passable. Passable, c'est trop gentil pour être gentil avec l'équipe du Sénégal. Ce n'est pas passable pour le rattrapage. Ce qui s'est passé face à la Belgique résume un peu l'aventure du Sénégal aux États-Unis. Vous étiez sur une belle lancée, 2-0, moins de 10 minutes, et puis l'entraîneur fait des changements. Voilà, je pense que c'est rattrapage. Et tout était fait à l'envers par le coach, par la fédération, par les joueurs, certains joueurs dans le comportement, dans leur attitude sur le terrain face à la Belgique.
pense que le Sénégal, c'est rattrapage. Et parfois, il y avait des changements injustifiés, alors que des joueurs qui faisaient de très bonnes performances, de très bonnes rencontres. Je pense à Pape Gueye, d'ailleurs, qui avait été sorti lors de cette rencontre, qui faisait un très bon match et était auteur d'un doublé lors du match précédent. Et même, il faut le dire, que cette équipe sénégalaise, c'est l'une des seules qui a mis mal l'équipe de France. Je me rappelle, la première mi-temps, ils avaient étouffé les Français qui étaient même perdus sur le terrain. Oui, c'est ça qui donne un goût d'inachevé ou bien la frustration des supporters sénégalais face à la France. Ils ont fait une bonne 60 minutes. Face à la Belgique également, ils ont retourné les Belges dans tous les sens. Après 10 dernières minutes, l'entraîneur fait un changement, des changements qui n'ont pas lieu d'être. On dirait qu'il a fait du social avec certains joueurs pour leur donner du temps de jeu, alors que le match n'était pas terminé. Raison de plus, élimination au bout des prolongations. C'était du sabotage, ou je ne sais pas moi, mais de façon globale, le coaching n'a pas été au rendez-vous. Et en tout cas, on va parler également de ces équipes, on l'a dit, passables. De notre côté, avec Nouha, on a placé l'Algérie et l'Afrique du Sud. Deux équipes qualifiées pour les 16e de finale. Mais on a quand même l'impression que ça soit d'une équipe d'Algérie qu'on attendait un peu ce renouveau avec ce bon match quand même face à l'Autriche, 3 buts partout. Ensuite, l'Afrique du Sud, qui elle aussi on attendait peut-être à un meilleur niveau dans un groupe qui paraissait plutôt abordable par rapport aux autres. Et au final, quand ils arrivent en 16e de finale, eh bien la barre est trop haute pour ces deux sélections. Oui, moi je pense que l'Afrique du Sud quand même, c'est l'ossature de l'équipe qui constitue un peu le noyau du football local africain, les hommes comment ça dit, de Hugo Bross. Je pense Hugo Bross, malheureusement, qui s'est trompé le premier match face au Mexique. Après, il s'est rattrapé, il s'en est sorti bien pour disputer les 16e de finale. Mais je pense qu'il y a une classe d'écart entre l'Afrique du Sud et le reste du monde. Et je pense qu'ils ont été juste à leur place, c'est-à-dire les 16e de finale. Pour parler un peu de l'Algérie aussi, qui est arrivée en 16e de finale, on pensait que l'Algérie allait peut-être tenir en échec cette équipe de Suisse, mais il faut le dire que la Suisse était beaucoup plus forte sur le papier. Et finalement, la Suisse, d'ailleurs, qui est arrivée jusqu'en quart de finale et pour s'incliner hier, on l'a vu avant-hier. Donc vraiment, l'Algérie, on pensait qu'ils allaient être un peu plus au niveau de la Suisse, mais finalement, c'est une rencontre décevante. Non, moi, je pense que de façon globale, les équipes africaines, le gros défi des équipes africaines, c'est d'arriver à battre les équipes européennes. Il n'y a que le Maroc, jusqu'ici, qui s'est imposé face à une nation européenne. Je pense que c'est le gros défi pour les équipes africaines. Même si vous menez 2-0, 3-0, s'imposer face à une équipe européenne, il y a un décalage, il y a une différence de niveau colossale entre le football aujourd'hui de très haut niveau. Malheureusement, certaines sélections africaines comme l'Algérie, où il y a Mahrez qui est vieillissant, qui a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Un entraîneur qui est arrivé, Petkovic, qui ne connaît pas les enjeux de cette équipe algérienne. Malheureusement, moi je pense que l'Algérie a quand même s'est trouvée un peu miraculée en se trouvant à ce niveau, parce que dans le contenu, l'effectif n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que, Saïl, est-ce que tu penses que les éliminations, souvent en fin de match des sélections africaines, est-ce que c'est dû à un manque d'expérience dans les grands rendez-vous ou simplement un manque de réussite ? Il y a tout, manque de réussite, c'est-à-dire qu'on doit former des attaquants, des tueurs qui sont devant les buts, parce que souvent les sélections africaines, ce qu'on a constaté dans cette Coupe du Monde, même quand on mène 1-0, on n'arrive pas à tuer les matchs, on n'arrive pas à terminer l'adversaire, c'est-à-dire abattre l'ennemi quand il faut. Les attaquants se mettent à vendanger des occasions, 3 ou 4 occasions. Et voilà, en fin de match aussi, il y a une forme de relâchement et de concentration. Moi, je pense que c'est la concentration et cette envie de rester, de garder cet avantage-là qui manque aux sélections africaines. Voilà, il y a une différence de niveau entre les sélections africaines, mais je pense que de façon globale, il y a le manque de concentration en toute fin de match, comme pour le Sénégal, comme pour le Congo, pour la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est ça qui a fait défaut. Vous faites bien de mentionner le Congo et la Côte d'Ivoire qu'on a placé ensemble avec Agnès, Ghana, Côte d'Ivoire et Congo.
on a estimé qu'ils méritaient les encouragements des professeurs, à savoir nous trois, aujourd'hui. Donc je pense vraiment, la vérité, il faut le dire, le Congo a fait une très très belle Coupe d'Afrique des Nations et également une très belle Coupe du Monde. On les avait vus ici à Tanger, ils avaient disputé un match ici, on avait vu que c'était une équipe qui est vraiment solide et qui a vraiment accrocheuse et qui a une identité de jeu qu'on retrouve à chaque match. Et ça, je l'ai trouvé vraiment impressionnant de la part des Congolais. Alors, je ne sais pas si on... Oui. Non mais bien sûr, alors pour parler un peu de cette sélection congolaise, vous l'avez dit, on l'a vu lors d'un match de phase de groupe face au Sénégal. C'est bien la seule équipe qui a tenu en échec d'abord cette équipe sénégalaise dans le score et dans le jeu. Et on l'a vu que dans cette Coupe du Monde, eh bien, les Léopards de Sébastien Desabre ont été capables de déranger les grosses nations. Et il faut le dire aussi, le groupe n'était pas facile. Absolument. Colombie, Portugal, Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, en plus, qui vous surprend en début de rencontre avant d'aller battre 3-1 pour se qualifier ensuite en 16e de finale. Match nul avec le Portugal, comme vous venez de le dire. Match nul avec le Portugal. Défaite sur le fil face à la Colombie. Ouais. Donc ça n'est pas des résultats, surtout pour une deuxième Coupe du Monde, quand vous savez que toute cette génération qui joue cette Coupe du Monde joue sa première compétition internationale. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable avec cette équipe. Et en plus, après, vous l'avez dit, le match face à l'Angleterre 2-1. Ils auraient pu faire quelque chose. C'est vrai que c'est là aussi dommage. On les avait mis en encouragement plus. Oui, encouragement plus, exactement. Ouais, entre félicitations et encouragement. Exactement. Et bien évidemment, il y a aussi la Côte d'Ivoire qui fait une très belle Coupe du Monde, qui a fini 2e de son groupe, tout comme le Maroc, l'un des seuls pays africains à avoir fini 2e de son groupe, et aussi l'Égypte, si je ne me trompe pas. Et enfin, la Côte d'Ivoire avait fait 2-1 avec la Norvège. Ils avaient fait une très belle rencontre. Donc, durant toute la compétition, ils ont passé les phases de groupe, mais en phase à élimination directe, ils s'étaient inclinés en 16e de finale, donc ça reste quand même un parcours honorable. Le véritable ennemi de la Côte d'Ivoire, qui était son ami au départ, eh bien, c'est les 5 dernières minutes d'une rencontre, parce qu'au départ, ils vont aller chercher la victoire face à l'Équateur, 1-0, mais derrière, vous le dites, défaite face à l'Allemagne dans le temps additionnel, avec ce but de Denis Sundav, et ensuite Erling Haaland qui crucifie les éléphants, là aussi à la 86e minute, cette fameuse minute qui avait un peu crucifié plusieurs sélections dans ce mondial. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire, en plus, on les sentait vraiment dans le jeu beaucoup plus matures peut-être que les autres sélections, et elle proposait quelque chose d'intéressant. Elle proposait vraiment, elle était actrice du jeu et non pas elle subissait, elle tentait d'attendre en défendant. Donc c'est pour ça que là aussi, tout comme le Ghana aussi, on va en parler, qui a proposé une prestation intéressante en Coupe du Monde. Et juste pour revenir rapidement sur la Côte d'Ivoire, avec des éléments de très beaux joueurs, des joueurs très prometteurs comme Yann Diomandé, pour moi, a réalisé un très beau tournoi. C'est vrai qu'il n'a pas eu la chance d'aller plus loin dans la compétition, mais il représente vraiment ces talents africains, ces jeunes talents africains qui représentent leur nation, qui sont prêts à tout faire pour hisser haut le drapeau de leur équipe nationale et qui font quand même une très belle compétition. Et également le Ghana, pour parler aussi du Ghana. C'est vrai que cette équipe-là, on ne l'attendait pas beaucoup, on ne l'attendait même pas d'ailleurs en 16e de finale, parce que c'est une équipe qui, on le rappelle, était absente de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, absente de la dernière Coupe du Monde. Et là, ils reviennent avec un peu de nouveaux joueurs, avec en tête d'affiche Antoine Semenyo, l'attaquant de Manchester City. Même si lui, on ne l'a pas beaucoup vu dans cette compétition, mais on a senti une équipe beaucoup plus unie, beaucoup plus solidaire. Et c'est ça ce qu'on retrouve aussi avec leur sélectionneur, Carlos Queiroz, qui est malheureusement qui a quitté la sélection il y a quelques jours. Mais c'est vrai que c'est un sélectionneur qui réussit toujours à mobiliser ses joueurs et à trouver le moyen. C'est d'ailleurs lui qui a battu le Maroc avec l'Iran en 2018. Et on n'attendait pas forcément l'Iran dans cette compétition. Donc ils ont quand même, grâce à ce sélectionneur et grâce à un jeu vraiment collectif et défensif, réussi à tenir en échec l'Angleterre, à perdre face à la Croatie malgré tout. Mais ensuite, vous allez en 16e de finale et ce match-là, un peu avec cette barre un peu trop haute face à la Colombie. Mais on garde quand même un parcours encourageant de la part des Black Stars. Absolument. Et je pense qu'on devrait passer à la dernière catégorie de cette Coupe du Monde, un peu du parcours des premiers de la classe africaines, les premiers, les meilleurs de la classe. Et bien évidemment, le Maroc figure au top de ce classement, de la catégorie félicitations, suivi, je dirais, du Cap-Vert et enfin de l'Égypte. Et s'il faut revenir sur une nation, avant de revenir un peu plus en détail sur le parcours de nos Lions de l'Atlas, je pense qu'on devrait s'attarder un peu plus sur le Cap-Vert, qui est là vraiment la révélation de cette compétition. Ils se sont fait éliminer par l'Argentine au bout du suspense d'un match palpitant où ils menaient, enfin ils étaient malmenés, ils ont égalisé à plusieurs reprises, sont revenus à 2-2 pour finalement s'incliner face à l'Argentine par 3-2. Et il faut le dire, ils ont été vraiment accrocheurs.
Sahel, qui nous écoute maintenant, tu es de retour parmi nous. Oui, je suis avec vous. On est passé à la catégorie félicitations et on estime que dans cette catégorie figurent l'Égypte, le Maroc et le Cap-Vert. Et on estime bien évidemment que le Cap-Vert est la révélation de ce mondial. Oui, les Cap-Verdiens, les requins bleus qui ont été submergés par le bonheur, la joie. Je pense que les insulaires, ils ont été au top. Ils ont fait rêver. Les Africains, ils ont fait rêver les 800 000 habitants de l'archipel. De façon globale, quand même, c'est une équipe capverdienne qui a montré les vertus du courage, de la détermination et de l'audace. Moi, je pense que surtout le match face à l'Argentine, ils ont été vaillants jusqu'au coup de sifflet final et ils méritent les félicitations, de même que le Maroc également qui a montré de très belles choses. L'entraîneur, il est jeune, Mohamed Ouardi, il a pris une équipe après la CAN. Moi, je pense que de façon globale, il a les idées en place et que les garçons également ont montré de très belles choses. Je pense à la première mi-temps face au Brésil, à l'Écosse, également face aux Pays-Bas. Je pense que c'est des matchs qui seront gravés dans les mémoires, dans le contenu, mais surtout dans la qualité technique des joueurs. C'est vrai que la France, c'était un jour sans, mais de façon globale, le Maroc également mérite les félicitations du jury, des professeurs de classe, comme tout l'Égypte. L'Égypte, quand même, qui m'a surpris parce qu'ils nous ont habitués à un football beaucoup plus défensif, mais ils ont lâché les chevaux. Mohamed Salah et ses amis, moi je pense qu'ils ont fait un joli parcours, d'autant plus que l'Égypte, quand même, depuis 1934, joue la Coupe du Monde. C'était la première fois qu'ils se qualifient en phase finale. Je pense qu'ils méritent les félicitations, surtout leur match face à l'Argentine. Il y a eu un coup de pouce de l'arbitre peut-être, ou du destin, mais les Pharaons ont été top. Un peu comme la fameuse réplique des bronzés font du ski, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Ils ont foncé et malheureusement ça s'est arrêté dans ces stades de ces huitièmes de finale. Mais on a des références de vieux, il faut l'avouer. mais c'est vrai que c'est magnifique quand même de voir ces sélections-là et on va attendre peut-être en 2030 qu'on aura encore d'autres équipes qui vont se révéler au fil des années. Ce qui est beau, Anas, finalement, c'est que ces équipes arrivent complètement décomplexées. Ils affrontent les plus grands joueurs de la planète, ils affrontent les plus grandes nations, les équipes qui ont un palmarès incroyable et ces équipes comme le Cap-Vert jouent sans complexe et c'est justement ça la magie et la beauté du football, c'est que la balle est ronde au final. Oui, la balle elle est ronde pour tout le monde. Moi je pense que dans le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11, il n'y a pas de complexe à nourrir. Je pense que le football, on va parler de talent, mais ce qui fait la différence aujourd'hui, notamment les équipes sud-africaines, vous les voyez comment ils mettent de la grinta, de la personnalité, de l'envie. C'est ça qui manque aussi à certaines équipes africaines. Et quand vous additionnez ça à votre talent, je pense que les résultats vont suivre. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui au plus haut niveau. Le talent seul ne suffit pas. Il faut de la personnalité, il faut de la grinta, il faut de l'intensité surtout. Souvent, les équipes, ils arrivent à rincer en fin de match, notamment surtout les équipes africaines, mais je pense qu'avec un bon encadrement, le staff technique, la récupération, des bons médecins, des bons diététiciens, des cuisiniers, c'est en tout. Le football, de façon globale, c'est en tout aujourd'hui, c'est beaucoup de paramètres. Ouais, finalement, on peut dire que cette Coupe du Monde aura permis à montrer qu'il n'y a pas de réelle différence, qu'il faut juste du travail et qu'avec le temps, je pense qu'il n'est qu'une question de temps pour qu'une nation africaine remporte la Coupe du Monde. Moi, je le pense vraiment. Et il en faudra du temps, mais on espère que ça viendra. On l'a déjà vu avec ces ambitions qu'on a. Si tous les joueurs binationaux commencent plus à pencher pour leur pays d'origine, je pense que c'est qu'une question de temps. Et il faut que les fédérations travaillent bien aussi pour que ces binationaux... À l'image de notre fédération. Exactement, par la Fédération royale marocaine, absolument. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est l'Extra Quiz, tout de suite. Extra quiz avec la réponse à la question d'hier. Quelle est la sélection qui a disputé le plus de prolongations en Coupe du Monde ? Eh bien, cette sélection a disputé sa 13e prolongation il y a quelques jours. C'était l'Argentine avec donc ses 13 prolongations. La 13e, on le disait, face à la Suisse avec cette victoire 3-1. Il passe devant l'Allemagne qui en avait 12 au total dans cette compétition. La question du jour noir. Alors, quelle est la seule finale de Coupe du Monde qui s'est jouée sans qu'aucun but ne soit inscrit au terme du temps réglementaire? On vous donnera la réponse demain. Sahel, je pense que tu as assisté, tu as sûrement regardé cette finale. Est-ce que tu as une idée ?
Peut-être que je n'étais pas encore né, mais je n'ai pas d'idée d'une finale où il y a 0-0, peut-être 94. Peut-être. Ah, pas mal, Peut-être. pas mal. Entre l'Italie, entre le Brésil et l'Italie, peut-être, ouais, peut-être. On vous invitera pas demain, Saël. Vous n'êtes pas invité demain. Avec Roberto Baggio qui manque son pénalty. Absolument, absolument. Triste fin pour la star italienne. Bien, merci infiniment, Saël, d'avoir été avec nous. Quel plaisir de te retrouver pour parler de football et pour revenir sur le parcours exceptionnel de ces nations africaines. Merci beaucoup à vous. À très bientôt, les amis. À bientôt, Saël. Merci, Anès, d'avoir été avec nous. Merci, Noura, pour cette superbe émission, comme d'habitude. On dit au revoir à nos téléspectateurs et on leur donne rendez-vous demain à 17h30 pour une nouvelle émission Extra Time du Mondial.